Bien, bah écoutez, je vous remercie toutes et tous d'être venus. Bonjour à tout le monde. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir, et personnellement particulièrement, Landry Breteau, qui est donc professeur à l'École Polytechnique. Donc, je vais passer rapidement un peu son parcours et après, je laisserai le retour à sa présentation. Donc, Landry Breteau est diplômé de l'École Polytechnique en 2005, où il a fait son doctorat au CEA Saclay. Il a fait ensuite 2 post-docs, l'un à l'École normale supérieure et l'autre au MIT. Et en 2017, au final, après avoir été recruté à l'École Polytechnique, il a créé un nouveau laboratoire dont il vous parlera juste après, le QCMX Lab, avec son collègue Jean-Damien Pillet. Et oui, il nous explore là, la physique des circuits quantiques hybrides au sein du laboratoire de physique de la matière condensée. Donc, pour réaliser voilà, le travail impressionnant dont il va vous faire part, il a évidemment été soutenu par l'École Polytechnique à travers une bourse jeune équipe, puis une bourse jeune chercheur de l'ANR et une ERC Starting Grant du Conseil européen de la recherche. Donc voilà, vous allez voir que les travaux produits ont irrigué des contributions majeures dans les domaines de la supraconductivité mésoscopique et des circuits quantiques, avec de nombreux articles. Il a reçu le prix de thèse de l'École Polytechnique, ça date. Et le prix Nicolas Curtis Science en 2020. Voilà, je vais vous laisser entre ces mains expertes vous faire découvrir les circuits quantiques hybrides et tout ce qui est étrange et beau. Mais alors ça là-dessus, il est très bon. Donc je te laisse l'emploi. Merci beaucoup, merci Jean-Christophe pour l'invitation et puis bienvenue pour cette conférence, j'espère que ça va vous plaire. Alors j'en parlerai un petit peu après, mais en quelques mots, voilà, mon laboratoire il est situé à l'École Polytechnique. Voici un plan du campus et on peut voir que c'est l'École Polytechnique parce qu'évidemment il a fallu qu'il fasse un lac en forme de bicorne, alors il est à l'envers. Et nous on aime bien dire les laboratoires forment un peigne, c'est ce peigne bleu, et on est la dernière dent du peigne. Voilà, c'est un bâtiment qui a été rajouté ici. Et ça, c'est une photo assez récente de l'équipe en 2024. Donc je présenterai un peu plus avant toutes nos infrastructures, mais on va commencer par une introduction très générale. Dans mon titre, voilà, il y avait beauté et il y avait étrangeté. Hein. À mon sens, la physique quantique, elle est à la fois belle et étrange. Mais on peut se demander qu'est-ce qui la rend si spéciale finalement, si on devait vraiment résumer en peu de mots ce qu'il y a de si spécial à la physique quantique. Eh bien, il y a tout d'abord le principe de superposition d'états. Si je considère une balle de tennis et 2 boîtes, eh bien ma balle peut être dans un état de superposition où elle est à la fois dans la boîte de gauche et dans la boîte de droite. Et ça augmente drastiquement l'espace des possibles. Puis maintenant, si je considère non pas une balle mais 2 balles, elles peuvent être dans un état dit intriqué, ou qui correspond à un état de superposition où les 2 balles sont à la fois toutes les 2 à gauche et toutes les 2 à droite. Et donc si je mesure une des 2 balles, c'est aléatoire, je ne sais pas ce que je vais trouver comme résultat gauche ou droite, mais par contre si je mesure une des 2 balles à gauche, eh bien la deuxième balle est forcément à gauche dans ce cas-là. Vous voyez qu'il y a des corrélations très fortes dans l'intrication. Ces états quantiques et ces propriétés quantiques ont été récemment célébrés par le prix Nobel 2022 qui a été attribué à Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger pour leurs travaux pionniers sur l'intrication faits avec des photons. Et ce qui était d'ailleurs mentionné dans la citation de Nobel, c'est Pioneering Quantum Information Science. Et donc là, c'est intéressant, vous voyez, on voit qu'on est en train de faire un lien entre le domaine de la physique et puis les sciences de l'information. Et effectivement, maintenant, la physique quantique est un peu à un tournant et se connecte à pas mal de disciplines, notamment les sciences de l'information, le calcul. Et les gens pensent que la physique quantique va permettre d'implémenter de nouvelles technologies quantiques. Alors, mon exposé ne vise pas à vous expliquer ce que c'est que le calcul quantique, mais juste pour vous donner une petite idée, et ça me servira par la suite. Pourquoi est-ce que le monde quantique, ça peut être une ressource? Eh bien, imaginez voilà, ma balle qui peut être dans 2 boîtes. Et bien ça, je peux utiliser ce système-là pour implémenter ce qu'on appelle un bit quantique, ou qubit, quantum bit en anglais.
avec l'état 0 correspondant à la balle à gauche et l'état 1 correspondant à la balle à droite. Et donc dans le monde classique, j'aurai que deux états possibles, gauche ou droite, 0 ou 1. Mais en physique quantique, comme je peux être dans une superposition d'états, en fait dans n'importe quelle superposition d'états, qu'on va écrire mathématiquement comme alpha 0 plus bêta 1, où alpha et bêta sont des nombres complexes, eh bien en fait on a un continuum d'états possibles. Ça c'est représenté avec ce qu'on appelle la sphère de Bloch, qui permet de représenter les états possibles de l'état du qubit. Dans le monde classique, on ne peut être que dans l'état 0 ou 1 qui sont au pôle nord et pôle sud, mais un bit quantique peut être dans toute superposition d'états et ça correspond à tous les points possibles de la sphère. Donc là, on a un espace des possibles qui est beaucoup plus grand. Et ça, c'est une ressource pour de nouvelles technologies quantiques. A priori, la nature, le monde est quantique. Et donc, n'importe quel degré de liberté peut être dans un état de superposition. Que ce soit le spin d'un proton, l'état électronique d'un atome, la vitesse d'une particule, la polarisation d'un photon. On pourrait même envisager le courant électrique dans un circuit, ou voire même un chat qui serait à la fois mort et vivant. Je pense que ça vous parle, le fameux chat de Schrödinger. Alors en réalité, ce n'est pas si simple, parce que l'environnement observe le système d'intérêt et induit ce que l'on appelle de la décohérence, et fait perdre au système quantique ses propriétés quantiques. Et donc si notre système est dans une superposition d'états, eh bien cette observation incontrôlée de l'environnement va projeter notre système dans un de ces deux états classiques, 0 ou 1, et on se retrouvera avec une balle qui serait soit à gauche, soit à droite, comme un simple état classique. Et donc la morale, et c'est d'ailleurs pour ça que l'expérience du chat de Schrödinger, c'est une expérience de pensée, et qu'en pratique, ce n'est pas possible de mettre un chat dans un état de superposition mort et vivant. Donc pour pouvoir réussir à mettre en exergue, à observer ces propriétés quantiques, en quelque sorte pour pouvoir implémenter des bons qubits, eh bien, ce qui est clé, c'est qu'il faut considérer des objets quantiques individuels, bien protégés de leur environnement. Depuis les années 80, les physiciens ils ont identifié un certain nombre de systèmes prometteurs qui se comportent bien. Et donc voilà, on peut les mentionner. On a les ions piégés, les spins dans les semi-conducteurs, les atomes, les photons uniques et les circuits supraconducteurs. Deux de ces systèmes, les ions et les photons uniques, ont conduit au prix Nobel de physique 2012. Et si vous regardez un petit peu ce transparent, vous vous rendez compte que la plupart des systèmes prometteurs qui se comportent de manière quantique, ils sont basés sur des particules élémentaires. Les ions, les photons, les atomes, les spins. Okay, et il y a un système ici qui est très différent, ce sont les circuits supraconducteurs. Là, on parle de puces de taille centimétrique qui se comportent de manière quantique, et c'est précisément sur ce domaine que je travaille, moi. Alors, comment ça marche? Eh bien, en fait, il y a un petit miracle de la physique qui se produit avec la supraconductivité, c'est qu'on peut ainsi implémenter des états quantiques macroscopiques. En quelque sorte, dans un supraconducteur, il y a une fonction d'onde géante, qu'on peut imaginer comme ça, et cette fonction d'onde géante, elle va être caractérisée par une fonction d'onde avec une phase qu'on appelle la phase supraconductrice. Et une des conséquences de ça, c'est qu'un matériau supraconducteur, eh bien, il a une résistance nulle. Donc, voici une des premières mesures historiques du mercure, qui a été faite au début du XXe siècle par Kamerlingh-Onnes. Et on voit notre échantillon de mercure, sa résistance mesurée en fonction de la température. Lorsqu'on est à des températures élevées, à plus haute température, eh bien, notre système se comporte comme un métal. C'est-à-dire que le courant électrique est porté par les électrons qui, dû à la friction sur le réseau, avec les phonons, avec les autres électrons, conduit à une résistance finie du matériau. Et en dessous d'une température qu'on appelle la température critique, brutalement, la résistance chute à 0. Et il a fallu un certain temps pour comprendre en fait quel était le phénomène à l'œuvre. Il a fallu attendre les années 70, enfin les années 60 et le prix Nobel récompensé en 70. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'état supraconducteur, les électrons s'apparient en ce qu'on appelle des paires de Cooper. Donc ça, c'est contre-intuitif parce que des électrons, ils se repoussent de Coulomb. Là, ils réussissent à s'apparier. Et ces paires de Cooper condensent, un peu comme dans les condensats de Bose-Einstein, et donc forment cette onde macroscopique, cet état quantique macroscopique. Et c'est ça qui conduit cette espèce de ballet chorégraphié de danseurs en couple à une résistance nulle. Donc la supraconductivité, c'est un phénomène qui
qui a été découvert dès le début du XXe siècle, qui a été étudié énormément, qui est toujours très actif, hein, parce qu'il y a d'ailleurs à l'heure actuelle des supraconducteurs dont on ne comprend pas bien comment ils fonctionnent, ce qu'on appelle les supraconducteurs à haute température critique. On ne sait pas bien quel est le mécanisme de glue qui provoque l'appariement entre les paires de Cooper. Moi, dans mon domaine, on utilise des supraconducteurs conventionnels qu'on comprend très bien, typiquement de l'aluminium, du niobium, qui sont bien expliqués par la théorie de Bardeen, Cooper et Schrieffer, et l'enjeu n'est pas tellement de comprendre la supraconductivité. On les utilise pour fabriquer des circuits. Okay. Et on utilise en particulier la propriété que la résistance est nulle dans un supraconducteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissipation électrique, pas de perte. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Si on considère par exemple le circuit électrique le plus élémentaire qui soit, une inductance en parallèle avec une capacité, le fameux circuit LC, vous avez probablement fait ça dans votre vie un jour en électrocinétique, et vous savez que c'est ce qu'on appelle un oscillateur harmonique qui résonne à sa fréquence de résonance, 1 sur 2 pi racine de LC. Et le traitement quantique de cet oscillateur LC, en fait, montre que notre oscillateur harmonique se décrit par un potentiel d'énergie parabolique avec des niveaux d'énergie quantifiés, équidistants. On fait de la physique quantique, on a des niveaux d'énergie quantifiés. Et ce qui est important, c'est qu'ils sont équidistants, séparés de la constante de Planck fois la fréquence de notre résonateur. Alors ça, c'est vraiment schématique, hein, c'est très conceptuel. En pratique, comment on fabrique nos circuits LC? Ça a une allure un petit peu différente. Vous voyez, ça c'est un dessin de ce à quoi ressemblent des vrais circuits qu'on fabrique. Et donc, ce sont des circuits de taille centimétrique. Et tout ce que vous voyez de grisé ici, c'est du métal, qui peut être de l'aluminium et du niobium, qui devient supra à température suffisamment basse. Ouais. Alors, faisons un zoom sur ce circuit pour comprendre pourquoi est-ce qu'il se comporte comme un résonateur, hein. Un circuit LC, ça résonne à une fréquence donnée. Eh bien, en fait, vous voyez que donc là, maintenant, le métal est représenté par du bleu, et le blanc, c'est de l'isolant. Donc le bleu, c'est du métal supraconducteur. Et c'est un petit peu comme en optique, les guides d'onde. Vous avez une gaine et puis une âme. Ouais. Là, c'est ce qu'on appelle un guide d'onde coplanaire. Okay, vous faites une coupe 2D de votre guide d'onde 3D. Et donc, vous avez au centre l'âme, et sur les bords, la gaine. Okay. Et vous voyez que l'âme centrale est interrompue en 2 points. Ça veut dire qu'ici, le courant s'annule et la tension est maximale. Et ça permet de piéger le champ électromagnétique avec des ondes résonantes qui vont être directement déterminées par la longueur de votre résonateur. Et typiquement, avec des résonateurs centimétriques, eh bien, les fréquences de résonance qu'on obtient, c'est des fréquences dans la gamme du gigahertz, de 1 à 20 gigahertz. C'est la gamme utilisée par les télécommunications. C'est aussi ce qu'on utilise pour le Wi-Fi. Voilà. C'est des gammes de fréquences très standards, très bien maîtrisées. Et donc, du coup, un tel circuit va se comporter, a priori, si on croit à la mécanique quantique, comme un oscillateur harmonique avec des niveaux d'énergie quantifiés équidistants. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour révéler ça? Il faut quand même être à suffisamment basse température. Suffisamment basse température pour que le matériau soit supraconducteur et qu'on n'ait pas de perte. Ça, c'est un premier élément. Mais il faut aussi que la température, la chaleur qui induit des fluctuations thermiques et des populations de tous ces niveaux d'énergie, elle soit suffisamment baissée pour qu'on gèle les fluctuations thermiques et qu'on rentre dans le régime quantique. Et ça, c'est possible quand la température, la constante de Boltzmann fois la température est très petite devant la constante de Planck fois la fréquence du résonateur. Donc si on met les chiffres et qu'on dit voilà 10 GHz, eh bien, on constate que si on travaille en gros sous 500 millikelvin, on rentre dans le régime quantique, et à 10 millikelvin, la population thermique elle est vraiment négligeable dans ce résonateur. Okay. Et l'état fondamental de nos systèmes, ça va être vraiment le niveau fondamental peuplé, et ça, cet état fondamental, on peut le noter ket 0 en mécanique quantique, c'est-à-dire l'absence d'excitation, 0 quantum d'excitation dans mon résonateur. Donc voilà à quoi ressemble un cryostat. Ça, c'est un de nos 2 cryostats qu'on utilise. Vous voyez, j'ai mis l'échantillon ici, je l'ai rajouté à la main. Hein, c'est pour de faux la photo de l'échantillon. Ça, c'est une vraie photo de notre cryostat. C'est un cryostat qui est ouvert là, et il est constitué de différents étages. Tout ça, c'est du cuivre doré. Le cuivre, c'est un bon conducteur thermique. Et lorsqu'il est en fonctionnement, là visiblement, il n'est pas en fonctionnement. Vous voyez qu'on n'est pas congelé, quoi. Eh bien, ces platines vont être à différentes températures. Et donc, nous, on utilise ce qu'on appelle des cryostats à dilution, qui permettent d'aller à des très basses températures, de l'ordre de 10 millikelvin.
Et on utilise ce métal doré pour refléter le rayonnement électromagnétique, parce que ce n'est pas tout de refroidir, mais il faut aussi empêcher que la chaleur arrive. Donc pour cela, on pompe, et le vide cryogénique évite la conduction, et puis nos boucliers radiatifs permettent de faire ces reflets. Donc à chaque étage va être attaché un écran comme ça, un cylindre, comme des poupées russes emboîtées. Ça va, c'est clair ? Alors, la supraconductivité, elle permet d'ajouter un deuxième élément clé à nos expériences, à savoir implémenter, fabriquer ce qu'on appelle des jonctions Josephson. Josephson, c'est un physicien anglais qui a eu le prix Nobel en 1972 pour la découverte de son effet, l'effet Josephson. Et cet effet, en gros, il se produit quand on couple deux supraconducteurs à travers une barrière. Donc, dans son cas, il a considéré le cas d'une barrière tunnel isolante. Donc, c'est-à-dire qu'on a une jonction supra-isolant-supra. Donc, il faut que cette barrière isolante elle soit très très fine, de l'ordre du nanomètre. En pratique, voilà comment on fabrique les jonctions Josephson. On les fabrique en salle blanche, dans un environnement contrôlé, extrêmement propre, avec pas de poussière, en utilisant des machines de type lithographie électronique, puis évaporation de métal, avec des techniques de shadow evaporation. Je crois que j'ai entendu ça tout à l'heure dans ma visite, d'évaporation sous angle avec des masques. Et vous voyez une image prise au MEB d'une jonction Josephson fabriquée ainsi. Et c'est vraiment le recouvrement de deux pistes d'aluminium, l'un sur l'autre, évaporées l'un après l'autre. On évapore la première, on oxyde, et donc l'aluminium se transforme en oxyde d'aluminium, Al2O3, sur une fine épaisseur. Et après, on évapore la deuxième. Et donc la jonction correspond vraiment à ce petit carré qui est le recouvrement des deux jonctions. Et donc si on fait une coupe dans ce sens-là, on va avoir supra, isolant, supra. Ouais. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de fabriquer une telle jonction tunnel supraconductrice ? Eh bien, dans une jonction tunnel supraconductrice, on peut avoir du courant tunnel de paire de Cooper à travers la barrière. Et ce courant de paire de Cooper, il est gouverné par la différence de phase supraconductrice entre les deux supraconducteurs. Alors peut-être, ça c'est peut-être un peu des grands mots. Faisons une expérience, allons-y. On va mesurer la caractéristique courant-tension d'une telle jonction Josephson. Voilà, on utilise, voilà, vous voyez, un schéma de polarisation très simple. Là, j'ai représenté une source de tension DC. J'applique un courant, puis je mesure la tension aux bornes de ma jonction. Okay ? C'est ce qui est représenté ici. Ça, c'est des mesures que j'ai prises dans ma thèse sur une jonction tunnel supraconductrice. Ce que vous voyez qui est absolument remarquable ici, c'est que, à tension nulle, vous avez une branche de courant, une branche de supercourant. Vous pouvez avoir du courant en l'absence de tension, du courant non dissipatif. Ce courant, il n'est pas gouverné par une différence de potentiel, mais par la différence de phase supraconductrice. Alors maintenant, si on repense à notre circuit le plus élémentaire, le circuit LC du début, vous vous souvenez, qu'est-ce qui se passe si je remplace l'inductance que j'avais ici par une jonction Josephson ? Eh bien, croyez-moi, en fait, notre potentiel d'énergie, il est transformé. Au lieu d'avoir une forme parabolique, il va avoir une forme cosinusoïdale. Et donc, on peut encore traiter de manière quantique ce système. Et ce qu'on découvre, c'est qu'il y a encore des niveaux d'énergie quantifiés, bien sûr, mais qui ne sont plus équidistants. Donc ça, c'est représenté, vous voyez, par ces petites ondes qui ont des couleurs différentes, symbolisant les fréquences différentes de transition entre ces niveaux. Là, donc la jonction Josephson, elle apporte un ingrédient absolument clé, c'est qu'elle apporte de la non-linéarité. La non-linéarité, c'est absolument clé pour les expériences de physique en général, et en particulier de physique quantique. Et elle apporte de la non-linéarité en l'absence de dissipation. C'est un élément absolument magique. Et si cette non-linéarité, elle est très grande, quand on va exciter notre système à résonance avec une fréquence correspondant à la transition entre les deux premiers niveaux, eh bien du coup, les transitions suivantes, elles sont interdites, parce qu'elles ne sont pas résonantes. On ne peut pas grimper l'échelle, les barreaux ne sont pas équidistants. Et donc du coup, on va être confiné dans ce sous-espace de deux niveaux. Et donc on va avoir implémenté un système à deux niveaux, c'est ce qu'on appelle un qubit. Okay. Donc voilà ce qu'on appelle un qubit supraconducteur, une jonction Josephson avec une capacité en parallèle. Alors, dans les années 90, il y avait pas mal de débats, parce que vous voyez, la physique quantique, elle était quand même jusque-là l'apanage des systèmes microscopiques des particules élémentaires. Et les gens, en tout cas certains physiciens, ne croyaient pas que c'était possible de
fabriquer des superpositions d'états, de manipuler quantiquement un circuit macroscopique. Hein. On parle de circuits, vous voyez, là c'est 100 nanomètres, mais ça peut être des circuits qui vont faire plusieurs centaines de microns de taille, qui contient 10 puissance 23 électrons, donc c'est immense, plein d'atomes, plein d'électrons, et que tout ça, ça se comporte de manière quantique. Est-ce que la physique quantique elle peut être valide au niveau macroscopique? Est-ce qu'un circuit électrique il peut être quantique? Et bien, la démonstration expérimentale elle a été faite à la fin des années 90, début 2000, au Japon et en France en parallèle. Et donc voilà une photo de l'échantillon qui a conduit à ces mesures. Donc vous voyez, c'est une photo prise de vue d'un échantillon lithographié électroniquement, faite avec un microscope électronique à balayage. Ce qui est gris, c'est de l'aluminium. Et les deux petits carrés blancs ici que vous voyez, ce sont des jonctions tunnels supraconductrices dont on a parlé. Et ça permet d'implémenter un qubit supraconducteur. Alors comment on en est sûr? Eh bien, dans cette expérience, ils sont venus l'exciter avec une onde électromagnétique à une fréquence donnée, à résonance, et ils ont essayé de manipuler l'état quantique du système, c'est-à-dire de faire osciller le système entre son état 0 et son état 1, comme ça. Voilà les mesures, et vous pouvez voir qu'on obtient ce qu'on appelle des oscillations de Rabi, des belles oscillations de Rabi, et donc ça démontre qu'on peut faire la manipulation quantique d'un circuit. Alors prenons le temps une seconde de réaliser, ça veut dire qu'à cet instant-là du temps, par exemple, ça vous voyez, c'est des oscillations au cours du temps, à cet instant-là, lorsqu'on est au milieu d'une oscillation, eh bien on a fabriqué l'état 0 plus 1 sur racine de 2, un état de superposition. Ça veut dire quoi un état de superposition sur ce truc-là? Ça veut dire qu'on est dans un état de superposition où 0, j'ai essentiellement pas de courant qui circule dans mes jonctions, plus 1, j'ai du courant qui circule dans mes jonctions. Donc j'ai à la fois du courant et pas de courant. Ouais, c'est bizarre quand on pense que c'est des courants, du coup, conséquents, hein, de plusieurs nanoampères. Vous voyez, ah oui, je n'ai pas mentionné. Donc là, l'axe des X, c'est le temps, et vous pouvez voir que ces oscillations, elles sont amorties. Ça veut dire qu'on est en train de perdre l'état quantique au cours du temps, c'est à cause du phénomène de la décohérence dont on a parlé au début. L'environnement observe le système et le fait décohérer. Et là, à cette époque-là, donc c'était déjà la deuxième expérience, on était à plusieurs centaines de nanosecondes, la première était de l'ordre de 10 nanosecondes de temps de cohérence. Et depuis, eh bien, c'est un domaine où il y a un effort de recherche absolument considérable. Il y a beaucoup de groupes dans le monde qui travaillent sur le domaine des qubits supraconducteurs. Et ça a conduit à améliorer de manière considérable les performances de ces qubits supraconducteurs. Voici représenté ici ce qu'on appelle la loi de Moore du temps de cohérence d'un qubit, et représenté en axe des Y le temps de vie d'un qubit en échelle log, et l'axe des X les années. Et on voit que en l'espace de 20 ans, on a augmenté de 6 ordres de grandeur le temps de vie d'un qubit. Alors, du coup, il y a des gens qui essayent de fabriquer des processeurs quantiques avec ça. On est encore très loin de... Donc, vous voyez, un processeur classique, il est constitué de plein de bits élémentaires, et la loi de Moore, en général, c'est le nombre de bits qui augmente exponentiellement. Là, on est en train d'augmenter la qualité d'un seul qubit. Donc, on en est encore très très loin de réussir à faire des vrais processeurs, on est loin du calcul quantique universel, mais pour autant, on pense qu'assez prochainement, avec on va dire des systèmes présentant des erreurs avec lesquels on peut vivre, on va pouvoir commencer à faire des choses intéressantes de l'ordre de la simulation, de systèmes un peu complexes, de molécules. Voilà. Mais le point sur lequel je veux surtout insister, cet axe un peu vers le calcul quantique, c'est que vous voyez, toutes ces architectures, et là c'est vraiment un échantillonnage, mais il y en a plein, elles sont toutes basées sur le même élément, la jonction tunnel supraconductrice que je vous ai présentée. Alors, en dehors de faire des progrès vers le calcul quantique, les processeurs quantiques, les circuits supra, je trouve que ça sert avant tout à faire de la physique fondamentale. En tout cas, c'est ça qui me passionne plus, comprendre des choses. Et là, j'ai un peu mentionné deux grands axes. Un axe, le premier, qui vise un peu à utiliser ces circuits supra pour tester les lois fondamentales de la mécanique quantique, et en particulier comprendre le lien qu'il y a entre le monde quantique et le monde classique, comment on passe de l'un à l'autre. Donc, par exemple, il y a des expériences qui visent à essayer de fabriquer des sortes de chats de Schrödinger et de passer du microscopique au macroscopique en créant, voilà, cet état créé ici, c'est la superposition de deux états classiques, donc alpha plus moins alpha, donc un chat qu'on dirait à la fois mort et vivant, et chacun de ces états classiques contient 111 photons.
Donc c'est en ce sens que c'est gros. Alors vous voyez, c'est pas 10 puissance 23 bien sûr, et donc c'est pour ça qu'on peut parler de chaton de Schrödinger. Il y a des expériences qui visent à... Je vous ai dit que la décohérence, finalement, c'était l'environnement qui observe le système, hein, c'est ça, de comprendre vraiment le lien fin entre décohérence et mesure. Donc ça, par exemple, l'expérience de gauche, c'est une expérience que j'ai faite quand j'étais en postdoc à l'École normale supérieure. On regardait comment un qubit relaxe depuis le pôle nord vers le pôle sud. Et ça a créé des trajectoires stochastiques diffusibles. Et puis, il y a un autre axe qui est tout autant passionnant, c'est d'utiliser ces circuits supraconducteurs qui sont très matures, qui permettent de faire des mesures extrêmement fines, pour aller sonder des nouveaux systèmes. Donc, par exemple, ici, ça va être l'exemple qui va parler le plus aux mécaniciens de la salle. Dans cette expérience, ils ont vraiment regardé le degré de liberté de vibration de cette poutre vibrante avec un circuit supraconducteur, et ils ont utilisé le circuit supraconducteur pour refroidir le degré de vibration mécanique jusqu'à l'échelle de 1 phonon. Donc vraiment le quantum de vibration. Et dans cette seconde expérience-là, ils ont utilisé des circuits supraconducteurs pour aller détecter et manipuler des spins électroniques uniques. Et il y a même des propositions d'utiliser ces circuits supraconducteurs qui permettent de faire des compteurs de photons micro-ondes pour détecter des actions de la matière noire. Donc là, on émerge sur absolument toutes les disciplines. Et c'est plutôt dans ce second axe qu'appartient mon travail de recherche. Il vise vraiment à interfacer des circuits supraconducteurs, que je viens de vous présenter de manière assez extensive, avec des nanomatériaux. Les nanomatériaux apportant leurs propriétés électroniques complexes, intrigantes. Et les nanomatériaux qui nous intéressent, ça va être des nanomatériaux de style bidimensionnel Van der Waals, hétérostructure de Van der Waals, ou unidimensionnel, le nanotube de carbone. Et ce qu'on espère ainsi, c'est en interfaçant ces circuits supra et nanomatériaux, c'est d'aller sonder la matière à l'échelle du fermion de l'électron unique. C'est quoi l'état quantique de l'électron? Tac. Et puis potentiellement implémenter des nouveaux qubits qui se comporteront peut-être bien ou pas, c'est pas grave, nous on ne veut pas faire d'ordinateur quantique, mais c'est toujours rigolo d'essayer. Alors ce qu'on cherche en premier lieu à faire, c'est notre système préféré, eh bien, c'est d'utiliser un nanotube de carbone pour fabriquer des jonctions Josephson. Et je vous ai expliqué que la jonction Josephson traditionnelle, c'était supra, isolant, supra. Et nous, on veut remplacer cette jonction Josephson qui est utilisée absolument partout dans le monde par une jonction supra, nanotube, supra. Une jonction Josephson nanotube. Pourquoi c'est intéressant? Alors, le nanotube de carbone, c'est vraiment un système quantique prometteur et presque textbook, on pourrait dire. Il fait 1 nanomètre de diamètre et il peut être extrêmement long, de l'ordre du micron plus. Donc il y a un aspect ratio absolument considérable, c'est-à-dire que c'est vraiment un système 1D. Et on l'utilise en ce sens. C'est un conducteur unidimensionnel ultra propre. Et pourquoi c'est intéressant? C'est qu'il va nous permettre, vous savez que la taille, le confinement spatial, c'est ça qui permet de quantifier en niveau d'énergie, il va nous permettre de piéger et contrôler des électrons uniques. On va fabriquer avec ce nanotube de carbone des boîtes quantiques. En plus, la répulsion coulombienne, elle est extrêmement forte dedans, du fait de sa petite dimension, et donc ça crée de la physique many-body à plusieurs particules un peu complexes, qui est très rigolote. Et donc, en fabriquant une jonction Josephson à base de nanotubes de carbone, et ben, ce qu'on fabrique en quelque sorte, c'est une boîte quantique à paires de Cooper. On va aller piéger des paires de Cooper uniques dans le nanotube, et c'est ces états de paires de Cooper localisés qui vont gouverner le passage du supercourant dans cette jonction Josephson nanotube. C'est-à-dire que notre supercourant, en plus d'être contrôlé par la différence de phase supraconductrice, il va également dépendre des propriétés microscopiques des fermions au sein du nanotube, qu'on peut contrôler électrostatiquement avec une tension de grille. Parce que ça permet de contrôler le potentiel chimique au niveau du tube, de changer les électrons dedans. Donc on va mesurer le supercourant à travers une molécule unique de 1 nanomètre de diamètre. Alors, comment est-ce qu'on s'attaque à ce champ de recherche? En fait, moi, j'ai été recruté en 2017 avec mon collègue Jean-Damien Pillet. C'était une opération assez extraordinaire et assez unique en France. On a été recrutés à 2, d'un coup. On avait pitché un projet en disant « si vous êtes sérieux, embauchez-nous tous les 2 », en gros. Et on a démarré de zéro une activité. Il fallait bien ça, être 2, parce que voilà, on a démarré d'une salle vide, 2 bureaux, et puis on nous a donné un paquet d'argent, une ligne de compte, et allez-y, roulez jeunesse. Et donc, du coup, bah, voilà,
Donc ça, c'est nous, au moment de la réception de notre cryostat, vous voyez qu'on mettait la main à la pâte un peu sur tout. Puis on a posé pas mal de financement pour augmenter l'argent qu'on avait, pour pouvoir construire tout ça. Et donc de cette salle vide, on a commencé par faire un dessin en 3D, dire tiens, rêvons, comment pourrait être cette salle? On pourrait avoir, allez, mettons qu'on aura un jour beaucoup d'argent, on aura 2 cryostats. Au début, il n'y en avait qu'un. Puis après, on a eu plus d'argent, on en a eu 2. Puis on mettra les instruments électroniques là, puis les bureaux pour contrôler ces instruments là. Et vous voyez ce que c'est devenu quelques années après. On a plutôt respecté le plan qu'on avait prévu. Vous voyez ici les 2 cryostats qui sont fermés. Et puis en plus, ensuite, cette salle elle s'est peuplée de jeunes, doctorants, post-doctorants, qui sont la force vive des expériences que je vais vous présenter. En plus de la salle de mesure où il y a les cryostats, on a également une salle de nanofabrication, un atelier. C'est pour ça que j'ai mis Einstein un peu à côté de l'atelier pour leur rappeler que la vraie physique, ça se fait quand même avec les mains, quoi. Et puis ici, on a un four de croissance qui permet de faire les nanotubes de carbone. Je vais vous expliquer ça dans une seconde. Donc notre recherche, elle s'appuie vraiment sur 3 grands piliers techniques expérimentaux. On en a déjà vu 2, en quelque sorte. La nanofabrication, qui se fait en partie en salle blanche et en partie dans notre salle où on a créé notre propre plateforme de nanofabrication des nanotubes. Et ça nous permet de fabriquer des échantillons. Ça, c'est une photo d'un échantillon qu'on a fabriqué, avec des échelles de caractéristiques de motifs qui vont du nanomètre au centimètre. Donc, vous voyez le rapport, c'est absolument considérable. Une fois qu'on a fabriqué ces échantillons, eh bien, on va les installer dans un porte-échantillon et dans notre cryostat. Je vous ai déjà montré qu'on était effectivement l'endroit le plus froid, certains disent le plus cool de l'X. Et enfin, ce qu'on va faire, nous, on est des électroniciens quantiques, on va faire des mesures d'électronique. Et ces mesures d'électronique, on peut les scinder un petit peu en 2 parties parce que c'est assez différent techniquement. Les mesures basse fréquence, c'est-à-dire que je applique une tension et je mesure un courant, DC, on pourrait dire, ok. Et puis les mesures radiofréquence, où là on va vraiment envoyer des signaux micro-ondes à des fréquences de l'ordre de 10 GHz qui vont être portés par des câbles coaxiaux et on va venir exciter nos circuits comme ça. Et donc vous voyez que nos cryostats sont connectés par des câbles en tête de frigo qui vont aller être connectés à tous nos instruments qui sont eux interfacés et qu'on contrôle avec les ordinateurs. Alors commençons par le commencement, rentrons dans le vif du sujet. La première étape, c'est les nanotubes. On commence avec une puce en silicium, que vous pouvez voir ici en violet, qui est percée d'un trou, et on dépose sur cette puce du catalyseur orange ici, avec un papier buvoir. On place ensuite cette puce dans un tube en quartz et dans un four qui monte à quelque chose de l'ordre de 1000 degrés, avec un flot de méthane, de dihydrogène et d'argon. Et dans le métal, il y a du carbone. Ça permet de faire pousser des nanotubes, et si on choisit les bons paramètres, ce n'est pas évident, eh bien on peut faire pousser des nanotubes, et il y en a certains qui poussent de telle sorte qu'ils franchissent la fente. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est que maintenant, avec des moyens optiques, on va venir pouvoir imager nos nanotubes à travers cette fente. Et on va pouvoir vraiment venir repérer dans l'espace réel nos nanotubes de carbone qui vont diffuser la lumière. Donc là, on est en train de faire défiler la fente dans le plan focal du laser, et à chaque fois qu'il y a un objet, un nanotube qui traverse, eh bien on le voit. Donc on permet de repérer les nanotubes dans l'espace réel, et puis on va noter, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Alors là, pour cette vidéo, en fait, on avait fait une croissance avec beaucoup trop de nanotubes de carbone. En pratique, on en veut beaucoup moins, mais c'est pratique pour la vidéo. On en veut typiquement un tous les... la fente, elle fait quelque chose de 1 mm de long, et on en veut 5 typiquement, pour qu'ils soient bien espacés les uns des autres. D'accord ? Une fois qu'on en a repéré un qui nous intéresse, eh bien, on va pouvoir mesurer son spectre d'émission Rayleigh. Et la spectroscopie Rayleigh, en fait, elle permet de remonter à la structure de bande du nanotube de carbone. Et nous, ce qu'on cherche, on cherche à obtenir un spectre Rayleigh assez simple, constitué de très peu de pics. Ça va vouloir dire qu'il s'agit d'un nanotube individuel, pas un bundle de tubes qui seraient enroulés les uns sur les autres. Et ensuite, la position précise des pics qu'on va obtenir, il y a des abacs qui vont nous dire « Ah, ça correspond à une structure de bande comme ça qui va être correspondant à un nanotube qui va être semi-conducteur ou métallique. Et nous, typiquement, on va choisir des nanotubes métalliques individuels. Donc ça permet de faire une sélection drastique des tubes bons. Une fois qu'on a choisi notre tube préféré, eh bien, on va venir l'attraper en utilisant un polymère du PEDMS sur lequel on a déjà récupéré du HBN, Hexagonal Boron Nitride, du nitrure de bore hexagonal, qui est un substrat cristallin isolant beaucoup utilisé dans le monde du graphène.
On s'est dit le graphène c'est du carbone, le nanotube c'est du carbone, ça doit coller. Ça colle, ça marche. Bravo Everton Arrighi, ingénieur recherche de notre équipe, qui a eu cette idée, qui a mis ça en place. Et donc vous voyez, on va venir avec notre feuillet d'HBN vert, hop, attraper le nanotube. Et ensuite, hop là, on va venir déposer ce nanotube sur des électrodes métalliques, ici dorées, qu'on a fabriquées au préalable par lithographie électronique en salle blanche. Et là, on a gagné. Et non seulement on dépose le nanotube, donc on se retrouve avec un nanotube de carbone en contact avec les électrodes dorées, et qui va être semi-encapsulé au-dessus par notre feuillet d'HBN. Et ça, c'est très bien parce que ça va le protéger de poussière, voilà. Voici une photo d'un échantillon qu'on a fabriqué ainsi. Vous pouvez voir en jaune les électrodes. C'est un bilayer, un bicouche or-niobium. En vert, le feuillet d'HBN. Et puis, est-ce que vous pouvez voir le nanotube de carbone? Non, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que j'ai mis des pointillés. Il est trop petit, il fait 1 nanomètre de diamètre. Donc, on ne peut pas, avec un microscope optique, le voir. Mais en fait, si on utilise un AFM, dans un mode un peu particulier qui s'appelle le mode IFM, qui est sensible à la force électrostatique, eh bien, par couplage capacitif, on peut le repérer. Et donc, vous voyez ici, on a repéré où se situait le nanotube, et il est là. Alors, ça, c'est un confort visuel. On se dit, OK, on a bien transféré un nanotube, il y en a un, mais ce qui va compter in fine, c'est est-ce qu'on peut avoir du courant électrique qui traverse ça? Ça sera ça le vrai test. Donc, vous voyez, cette plateforme de nanofabrication de nanotubes que je vous ai présentée, elle s'appuie sur 3 piliers, la croissance, la caractérisation optique, le transfert, et ça, c'est vraiment une plateforme essentiellement unique au monde, ça n'existe pas trop ailleurs, qui a été pensée et développée principalement par mon collègue Jean-Damien Pillet, qui a vraiment l'idée, mené vraiment ce projet visionnaire sur la partie nanotube. Et donc, on peut maintenant fabriquer des échantillons à base de nanotubes de très grande qualité. Une fois qu'on a notre échantillon, qu'est-ce qu'on va faire? Les premières expériences qu'on va faire, ça va être des expériences de transport électrique. On va appliquer une tension, on va mesurer un courant, schématiquement. Okay, et on peut faire ça, en plus, en variant la tension de grille qui change le champ électrique, qui contrôle le champ électrique entre la backgate et notre nanotube, ce qui permet de contrôler le potentiel chimique au sein du nanotube. On a notre échantillon, on l'installe dans un porte-échantillon qu'on ancre thermiquement, mécaniquement et électriquement à notre cryostat et au câblage qu'il y a dans notre cryostat. Voilà une photo de notre cryostat, on le ferme, on met en route le cryostat, il est fermé, ça fait pchit pchit, c'est un pulse tube, ça descend à 10 millikelvin, et hop, on peut mesurer. Voici Sami Hanabi, notre premier doctorant, en train de mesurer un device à base de nanotubes. À quoi ça ressemble quand on le mesure? Voici une mesure réalisée à chaud, pour nous, chaud ça veut dire 3,2 Kelvin, de la conductance électrique en fonction de la tension de grille avec une tension de biais qui est nulle. Okay. La conductance électrique, elle est exprimée en unité de E carré sur H quand on fait du transport quantique. E carré sur H, c'est ce qu'on appelle le quantum de conductance. C'est de l'ordre de 39 microsiemens, soit 26 kΩ moins 1. Voilà la conductance versus la grille. Et vous voyez, on a l'impression que c'est très très bruyant, comme ça. Il y a des zones où on n'a pas de conductance, voilà, des forêts comme ça de pics. Et en fait, ces pics, ils sont extrêmement sharp, pointus, et en fait espacés de manière très très régulière. Voici un zoom-in. Ces pics sont espacés périodiquement, avec un espacement très très régulier, et on peut avoir jusqu'à 600 pics espacés régulièrement comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce qu'on a fabriqué, c'est une boîte quantique. Une boîte quantique dans laquelle la tension de grille permet de faire défiler les niveaux d'énergie de notre boîte quantique. Et donc, on est en train de charger des électrons un par un. On est en train d'insérer des électrons un par un, de 0 électrons à 600 électrons, tout ça un par un. Donc, on est vraiment au contrôle à l'échelle de l'électron unique. Si maintenant on regarde la conductance en fonction à la fois de la grille et du biais en tension, donc ce que je vous ai montré précédemment, c'était une coupe à tension nulle, et vous aviez des pics qui correspondaient à chaque fois à ces points-là, ce qu'on appelle les pics de Coulomb. Eh bien, on obtient ces formes de losanges, ou en anglais les Coulomb diamonds. Et ça nous permet en fait de caractériser les échelles d'énergie qu'il y a en jeu. Au sein d'un losange noir, on ne peut pas avoir de courant, parce que dû au blocage de Coulomb
c'est impossible pour l'électron de sauter dans le dot, comme ça, tchac. Et quand on applique une tension de biais suffisamment grande, eh bien l'électron peut pouf pouf sauter dans le niveau et passer dans l'électrode suivante. En regardant la taille en tension de ces diamants de Coulomb, ces losanges de Coulomb, on peut caractériser quelle est la force de la répulsion coulombienne, et on trouve quelque chose de 5 milliélectronvolts. Alors si vous avez des bons yeux, bon, en plus là c'est triché parce qu'il y a des petits pointillés noirs, vous pouvez voir qu'il y a un motif qui apparaît, il y a une périodicité 4. Tous les losanges ne sont pas identiques. Et ça, c'est dû au fait que cette périodicité 4, elle vient du fait qu'il y a 2 degrés de liberté qui sont conservés dans notre système, qui sont des bons nombres quantiques. On a le spin de l'électron, et on a ce qu'on appelle l'orbite, qui correspond à la manière dont l'électron précède dans le tube. Il peut être clockwise ou anti-clockwise, horaire ou anti-horaire. Et donc ça fait qu'on a 2 degrés de liberté qui sont des bons nombres quantiques. Et en gros, on va remplir un niveau d'énergie avec notre 4 configurations up, down, clockwise, anti-clockwise. Et à chaque fois, on doit payer la répulsion coulombienne. Et pour accéder au prochain niveau d'énergie, qui correspond au prochain grand diamant de Coulomb, on doit toujours payer la répulsion coulombienne plus une énergie de configuration associée au confinement quantique qu'on quantifie à 1,5 milliélectronvolts. Donc ça, c'est très intéressant pour nous parce que le fait de voir cette périodicité 4, ça démontre la propreté de nos nanotubes de carbone, le fait qu'on voit la dégénérescence de spin et d'orbite. C'est un système extrêmement propre. Alors maintenant, allons aux mesures vraiment de basse température à 10 millikelvin. Vraiment froid. Qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer le courant qui passe à travers notre nanotube en fonction de la tension. La caractéristique courant-tension. Je vous en ai déjà montré une plus tôt, celle d'une jonction tunnel supraconductrice. Ouais. Et bien voilà ce qu'on mesure pour notre jonction nanotube. Et vous pouvez voir effectivement que l'on obtient, à tension nulle, une branche de supercourant, de courant non dissipatif. Donc ça nous démontre qu'on a bien de l'effet Josephson dans un nanotube de carbone unique. On est content. Vous voyez que les échelles de courant mesurées sont petites, 4 nanoampères, donc il faut faire des bonnes mesures de courant électrique, bas bruit, c'est pas évident. Et donc on est très satisfait de ça. Mais si on croit que, si on veut vraiment prouver qu'il s'agit de l'effet Josephson dans un nanotube de carbone, il faut pouvoir modifier les propriétés du nanotube de carbone pour voir si le supercourant change. Et ça, on peut le faire avec notre tension de grille ici, qui change le champ électrique, le potentiel chimique dans le nanotube. Qu'est-ce qui se passe? Que devient le supercourant mesuré, qu'on a noté E-switching ici, en fonction de la tension de grille? Que devient cette valeur en fonction de la tension de grille? Et bien voilà ce qu'on obtient. On obtient une modulation en fonction de la tension de grille du supercourant, avec cette forme très spécifique. Donc qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer là, en quelque sorte? On est en train de fabriquer un transistor supraconducteur à paire de Cooper unique. Vous connaissez probablement le transistor à effet de champ. Le champ électrique modifie la conductance normale de mon dipôle. Ouais. Ben là, c'est un transistor supraconducteur. Le supercourant est modifié par le champ géré par cette tension de grille. Et donc, moralement, là, voilà un petit sketch. Vous pouvez imaginer que lorsqu'on change la tension de grille, on fait défiler des niveaux d'énergie. Et à chaque fois que j'ai un niveau d'énergie qui arrive à résonance avec l'énergie de Fermi, ma paire de Cooper, pouf, pouf, peut sauter de part et d'autre, et j'ai un grand supercourant, j'ai ces grands pics de supercourant. Et entre, le supercourant est fortement réduit. OK? Alors, on peut faire un zoom-in de ces features, parce qu'en fait, si on regarde, il y a de la physique qui est en train de se passer, c'est pas juste grand 0, grand 0, il y a des motifs un petit peu plus intéressants. Voilà un zoom-in sur cette partie bleue, qui est reproduit ici. Et on peut distinguer des zones où, entre les pics, on a un supercourant qui baisse, mais qui est fini, et des portions où le supercourant en vert, ici, devient vraiment quasi nul, en tout cas celui mesuré. Ouais. En fait, ce qu'on comprend ici, donc là c'est un petit peu plus poussé, on comprend que se produit ce qu'on appelle une transition de phase quantique entre un état pair et un état impair de la charge du nanotube de carbone. Déjà? OK. Les régions paires de charge, bah, vous savez que la supraconductivité, c'est porté par des paires de Cooper, donc c'est propice au supercourant. Les régions impaires, ce n'est pas propice au supercourant, on a un supercourant très faible. Et ce qui produit en fait cette transition de phase quantique, c'est la compétition entre deux énergies en compétition, bah, le pairing supraconducteur qui tend à faire des états pairs et la répulsion coulombienne qui dit je veux un seul électron. Si on regarde la distance entre ces pics de supercourant, on peut constater aussi qu'on retrouve la périodicité 4 mentionnée précédemment et donc la dégénérescence de spin et d'orbite.
Du coup, ces mesures, on est très content parce que ces mesures de transport nous permettent de démontrer qu'on réussit à avoir de l'effet Josephson dans une molécule unique, le nanotube de carbone, et on voit apparaître la physique du nanotube dans le supercourant. Comme on a prouvé qu'on peut faire une jonction Josephson à base de nanotubes, notre étape suivante, c'est de dire, essayons de fabriquer un qubit supraconducteur, vu que tout le monde a fabriqué avec les jonctions tunnel supra des qubits. Est-ce qu'on peut remplacer la jonction SIS dont je vous ai parlé du qubit supra par notre jonction supra-tube supra? Est-ce que je peux fabriquer une sorte de qubit supraconducteur hybride? Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on devrait pouvoir contrôler la fréquence du qubit avec notre tension de grille VG. On va avoir un contrôle électrostatique de la fréquence du qubit, ça c'est intéressant d'un point de vue pratique. Et puis en plus, c'est un qubit complètement exotique, qui a des propriétés différentes, qui est basé sur une molécule unique, avec un mélange de ses propriétés bosoniques et fermioniques qui nous intéresse beaucoup. Et donc pour cela, on doit changer un petit peu d'architecture et procéder à des mesures micro-ondes. L'idée est la suivante. Donc notre qubit supraconducteur, notre jonction nanotube en parallèle avec la capacité, en fait, on va la coupler à un résonateur micro-ondes qui résonne à 5 GHz. Et en envoyant un signal micro-ondes à travers ce résonateur, on va pouvoir en déduire la fréquence du qubit. Donc pour cela, on va utiliser des composants, des dispositifs et des outils de mesure des micro-ondes qui sont un petit peu plus sophistiqués. Et on doit fabriquer des échantillons aussi un peu plus complexes parce que dès qu'on est dans le monde micro-ondes, on doit faire attention à des notions d'adaptation d'impédance, ce genre de choses. Et ce que vous voyez dans cet échantillon qui est fabriqué là, ça c'est vraiment un échantillon. Vous pouvez voir le nom du groupe QCMX à l'envers, là, Quantum Circuits and Matter Alix. Le résonateur, il est là. En fait, il y en a 2 clones. Okay. Et nous, on va envoyer un signal par ici, micro-ondes, qu'on va détecter en sortie. Et on va contrôler la tension de grille du qubit ici. Alors, le qubit, effectivement, se trouve là. Faisons un zoom sur cette portion-là. La piste bleue, c'est l'âme de notre résonateur micro-ondes. Et ici, dans le plan de masse, on va avoir un plot violet qui est couplé capacitivement au résonateur, et notre jonction Josephson à base de nanotubes qui va être fabriquée ici. Et donc on va vraiment implémenter, c'est l'équivalent de ce circuit électrique que je vous ai présenté. Qu'est-ce qui se passe si on fait donc on essaye de faire la spectroscopie du qubit, de l'exciter à résonance, et effectivement on trouve notre qubit, et lorsqu'on bouge la fréquence, la tension de grille, eh bien, on peut faire moduler la fréquence du qubit. Et on va faire des modulations de la fréquence du qubit sur des plages de l'ordre de 4 GHz. Donc ce que vous voyez ici en orange, c'est une modélisation du spectre du qubit qui montre qu'on comprend globalement ce qu'on voit. Et maintenant, si on fait un zoom sur cette fréquence du qubit, donc qui reflète vraiment l'effet Josephson qui se passe dans le nanotube en fonction de la grille, par exemple le zoom ici, vous voyez ces features que vous observez là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a mesuré en transport pour le supercourant en fonction de la grille. Donc là, on est très content. Parce que ça montre bien qu'on retrouve la même transition de phase quantique entre état pair et état impair de la charge du nanotube. Et donc, c'est bien un nanotube qui est à l'œuvre. Le spectre du qubit reflète la physique de la jonction Josephson-nanotube. Alors, pour vraiment faire le claim qu'on a un qubit, il faut faire de la manipulation quantique cohérente dans le domaine temporel. C'est ce qu'on est parvenu à faire en excitant le qubit à résonance pendant un temps donné, qu'on appelle le temps Rabi ici, et ensuite en mesurant l'état du qubit. Par la suite, eh bien, on mesure ces données-là, probabilité du qubit étant l'état excité en cours du temps. Vous retrouvez les oscillations de Rabi dont je vous ai parlé au début de l'exposé pour notre qubit hybride à base de nanotubes. Et donc ça veut dire qu'à cet instant-là, on a fabriqué un état G plus E sur racine de E ou 0 plus 1 sur racine de 2. Donc ça démontre qu'on peut manipuler quantiquement notre circuit hybride nanotube. Si on a des bons yeux et qu'on regarde les oscillations de Rabi, on constate qu'on peut également faire d'autres oscillations de Rabi. Il y a un autre motif d'oscillation qui apparaît ici, dans ce plot de couleur, quand on change la fréquence d'excitation. Et en fait, on retrouve le fait que notre qubit, c'est un oscillateur anharmonique. Et donc on peut non seulement exciter la transition entre les niveaux G et E, mais aussi la transition entre G et F. On peut caractériser maintenant les performances de notre qubit, c'est-à-dire extraire son temps de relaxation et son temps de cohérence par les techniques de spectroscopie Ramsay. Et on obtient des métriques de l'ordre de 200 nanosecondes. Donc on est loin des meilleurs qubits supraconducteurs réalisés avec les jonctions tunnel supra actuelles. Mais par contre, on est plutôt pas mal meilleur que les premiers qubits à base de jonctions tunnel au début des années 2000. Et vu que c'est la première fois qu'un tel qubit est réalisé, on trouve que c'est très
c'est très satisfaisant, très encourageant voilà, pour la suite. Alors, je vois Jean-Christophe qui commence à faire des yeux, donc je conclus, c'est parfait. Voilà. Je vous ai montré dans cet exposé qu'on, dans notre laboratoire, on fait des circuits supraconducteurs hybrides, et on s'est particulièrement intéressé à un élément un peu nouveau, la jonction Josephson à base de nanotubes de carbone. On l'a sondé par des techniques de transport quantique à basse fréquence. On a montré que le supercourant dépendait de la grille, qu'en quelque sorte notre nanotube se comportait comme un transistor à paire de Cooper unique, et qu'on voyait la physique du nanotube apparaître dans ces motifs. Et ensuite, on a fabriqué un qubit à partir de ça. Et du coup, le take-home message, c'est vraiment qu'on peut sonder les propriétés quantiques des électrons dans les nanomatériaux, ici le nanotube, avec des circuits supraconducteurs. Alors, on a plein d'autres travaux en cours. Là, j'ai fait une sélection de ce que je vous parlais pour faire simple. Un des axes peut-être que je voudrais mentionner, c'est que, eh bien, on a envie d'aller manipuler les états d'Andreev, qui sont vraiment cet état de paire de Cooper localisant dans le nanotube directement. Ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire le plus, et potentiellement implémenter un qubit topologiquement protégé avec ça. Je finis avec la photo du groupe, tous les membres impliqués dans ces travaux. Je tiens en particulier à mentionner les travaux de Sami Hanabi et Hannes Richert, leurs travaux de thèse récipients sur le transport et les mesures radiofréquences du qubit. Et je finis en vous disant merci pour votre attention. La séance questions est ouverte. Merci beaucoup, Jean-Louis. Oui. Du coup, comme on a un système anharmonique, c'est bien qu'on peut se retrouver avec un système à 3 niveaux. Oui. Est-ce que ça aurait un intérêt quelconque par la suite? Oui. Alors, peut-être on peut aller là, ouais. Donc là, il s'agit d'un système à 3 niveaux, par exemple, qui est représenté là, mais qui ne sont pas équidistants. Okay. Et donc ça peut représenter un challenge pour le manipuler à 2 fréquences différentes, mais tu pourrais potentiellement effectivement encoder de l'information dans ce 3e niveau. Il y a d'ailleurs des propositions très sérieuses et des gens qui visent à encoder l'information non pas dans des systèmes à 2 niveaux, des qubits, mais dans des oscillateurs harmoniques qui contiennent plein de niveaux équidistants. Et l'idée, c'est d'utiliser cette espèce de continuum des espaces des possibles pour, au lieu d'utiliser, disons, n qubits pour encoder de l'information avec une taille d'espace de Hilbert de puissance n, mais d'utiliser un oscillateur harmonique constitué de n niveaux qui pourrait encoder la même quantité d'informations en quelque sorte. Et il y a des travaux très très sérieux sur ce qu'on appelle les qubits bosoniques, utiliser ce degré de liberté bosonique de tous les niveaux, et en particulier faire des qubits à base de chat Schrödinger. Donc j'ai des collègues à l'école normale supérieure qui travaillent sur ça. Il y a même une start-up française qui a été fondée autour de ça qui s'appelle Alice et Bob. D'autres questions? J'ai pas de part dedans. Oui. Curiosité, vous avez dit qu'il y a 4 niveaux dégénérés correspondant à ce qu'il y a deux états de spin et 2 états de félicité, si on peut dire ça. Et si on mettait un champ magnétique dedans, on pourrait l'expliquer là? Tout à fait. Ouais. Alors, par exemple ça. Ouais, ouais. Donc, dans des expériences de ce type-là, où il n'y a pas de supraconductivité, vraiment quantum dot à base d'un nanotube de carbone en régime de blocage de Coulomb, des gens regardaient ce qui se passait en fonction du champ magnétique et ont vu des levées de dégénérescence associées au spin. Tout à fait. Il faudrait un champ de combien je dirais des dizaines de millitesla, centaines de millitesla, quelque chose comme ça. Voilà. À partir du millitesla, il commence à y avoir des effets, je dirais. Voilà. Ouais. Ouais. J'aurais la question pratique, je pense que tout le monde se pose. Comment on attrape le tube de carbone avec le scotch? Oui. Bah, c'est un petit peu la même philosophie. Littéralement, si. Ah oui? Oui, oui. Ouais, ouais. Donc c'est les mêmes stratégies que ceux utilisés dans la communauté graphène, hein, où on va venir utiliser. Donc il est très transparent, je vois, mais tu vois, il y a ce
ce morceau de PDMS, qui est un polymère mou, qui permet de venir manipuler ça. Donc, tu as des gants. Il y a des techniques un petit peu plus sophistiquées, plus avancées maintenant, avec des micro-manipulateurs, si on veut faire des choses extrêmement fines. Ça, c'est possible. Et il y a notamment des gens, et j'ai vu des gens qui s'intéressaient à ça ici, je ne sais plus si je vois les personnes impliquées, qui s'intéressent à faire cet attrapage de manière extrêmement contrôlée pour contrôler l'angle de twist entre différents feuillets, par exemple, parce que tu vas vouloir empiler un petit peu comme des Lego, des systèmes bidimensionnels. J'en mets un, et puis ensuite le deuxième, tu veux le mettre, et puis le tourner un tout petit peu. Donc ça, à la main, ça devient compliqué. Donc tu peux utiliser des micro-manipulateurs, ce genre de choses, avec un accès optique pour voir ce que tu fais en même temps. Magnifique résultat. Merci. Donc, dans l'effet Josephson, le matériau qui sépare les deux éléments supra sont isolants. Et dans votre système, vous avez retenu, ils sont isolants et très fins. Dans votre système, vous avez retenu un nanotube de carbone qui, lui, est très long et, oui. et vous avez dit métallique. Oui. Est-ce que la physique est la même? Oui, donc c'est une bonne question. Donc effectivement, on va dire Josephson, dans les années 60, quand il a prédit son effet, il a considéré comme architecture deux matériaux supraconducteurs séparés par une mince barrière isolante. En fait, les physiciens ont compris ensuite, et assez vite finalement, dès la fin des années 60, début des années 70, que cet effet Josephson, il était plus général que ça, et qu'il pouvait se produire à partir du moment où on prenait deux supraconducteurs couplés à travers quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être une barrière tunnel, mais ça peut être un métal normal, ça peut être un matériau ferromagnétique, ça peut être un conducteur quantique de basse dimension, et puis ça peut même être un supraconducteur lui-même. Dans ma thèse, ce que j'ai étudié, c'était des jonctions Josephson, toutes supraconductrices, fabriquées de telle sorte que le lien faible, c'est ce qu'on appelle la partie centrale, était un atome unique. Donc tout était en aluminium, qui est un matériau supraconducteur, mais il y avait une constriction, et on pouvait casser cette constriction dans le vide cryogénique, de telle sorte qu'on fabriquait une sorte de fusible quantique, un fusible atomique. Et ça suffisait déjà à fabriquer une jonction Josephson, parce que ce qu'il faut, c'est qu'il y a un lien faible, quelque chose qui affaiblit la supra localement, pour qu'on puisse appliquer une différence de phase supraconductrice aux bornes de cet élément-là. Maintenant, l'effet Josephson dans ces systèmes qui ne sont pas à base d'une barrière tunnel, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre la physique qui est à l'œuvre. Et en fait, ce qu'on a compris de la compréhension moderne de l'effet Josephson, qui est basée sur des travaux à partir des années 90, on va dire, c'est qu'au sein du lien faible se développent des nouveaux états électroniques, dus au fait que ce qu'ils sentent, c'est de la supraconductivité de part et d'autre, qu'on appelle les états d'Andreev, qui ressemblent fortement à des états de paire de Cooper, mais des états de paire de Cooper localisés. C'est un petit peu comme si on avait une paire de Cooper dans le lien faible au milieu, et cette paire de Cooper, elle a un pied dans le supra de gauche, un pied dans le supra de droite, et ces deux supraconducteurs ont des phases supraconductrices différentes. Et donc c'est un petit peu contradictoire, et il essaye d'accommoder ces deux conditions, et ça crée ces états localisés d'Andreev qui apparaissent au sein du gap supraconducteur, qui dépendent de la différence de phase supra et qui transportent le supercourant Josephson. Oui. La fluctuation thermique gelée à 10 microkelvin, du coup, est-ce qu'elle Milli. dépend, Milli. Milli-Kelvin, est-ce qu'elle dépend du matériau utilisé, et est-ce qu'on pourrait réaliser ce phénomène à des plus hautes températures? Donc, ça ne dépend pas du matériau utilisé. Pour geler les fluctuations thermiques d'un oscillateur, tac, 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 tac. Voilà, on est là. Il faut que l'énergie thermique, KBT, constante de Boltzmann fois température, soit très petite devant l'énergie caractéristique du système. C'est ça qui est important. Et l'énergie caractéristique du système, elle est donnée par la fréquence de résonance du système. Et la fréquence de résonance du système, elle est essentiellement déterminée par des considérations géométriques. Quelle est la taille du résonateur? Alors, il y a peut-être des modulations légères de la vitesse de l'onde, ce genre de choses, mais c'est assez mineur. Le matériau va avoir une influence sur à quelle température il devient supraconducteur et à partir de quand on n'a plus de dissipation. Ça, c'est un autre aspect. Donc, c'est plutôt la dimension. Oui?
revenant sur les nanotubes de carbone, ils sont aussi parfois multiparois. Est-ce qu'il y a un intérêt à juste rajouter une paroi, en avoir deux? Ok. Donc la physique des nanotubes de carbone, c'est quelque chose qui est exploré depuis un certain temps. Il y a des monoparois, des multiparois. Donc nous, notre approche, c'est qu'on s'intéresse vraiment à ce système comme un peu un système modèle de conducteur quantique indé. On a envie de dire, à partir du moment où il se comporte bien, on est content. Et si en fait on avait quelque chose qui était multi-wall et pas mono-wall, ça ne serait pas grave. Après, je peux te répondre peut-être sur un plan plus peut-être théorique. On peut envisager que s'il était multi-wall, on aurait plus de degrés de liberté. En quelque sorte, on n'aurait pas qu'un seul canal de conduction, mais plusieurs canaux de conduction, donc plus de degrés de liberté présents, qui complexifient un petit peu la physique. Donc nous, idéalement, on veut vraiment aller dans la limite du nanotube de carbone unique mono-wall pour simplifier au maximum, avoir le système le plus élémentaire possible. Et donc les spectres Rayleigh qu'on voit, ils nous permettent, si on est dans des cas favorables, de pouvoir discriminer et dire « Ah, celui-là, il est extrêmement simple et il est comme j'aime. » Ouais. On a le temps pour une dernière question. Question quantique. Quels pourraient être les avantages d'utiliser une jonction Josephson avec les nanotubes par rapport à une classique tunnel, ouais. Tunnel, supra. Donc, avantage. Les avantages pour la recherche fondamentale, c'est que ça ouvre un monde, si tu veux. Dans une jonction tunnel supraconductrice, il n'y a pas de degrés de liberté microscopique fermionique qui sont en jeu. Il y a juste les degrés de liberté de la supra, qui est un degré de liberté bosonique macroscopique. Et là, ça rajoute des ingrédients élémentaires. Le fait que, voilà, j'étais sur le bon slide, le fait que le supercourant, il est vraiment piloté par l'état quantique de fermions localisés ici dans le nanotube. Et ça ouvre de la physique complètement nouvelle. Voilà. Donc moi, c'est ça mon intérêt premier, c'est vraiment la physique fondamentale. Après, tu pourrais argumenter, peut-être si tu avais un langage plus ingénierie, tu dirais, l'intérêt, c'est que je me retrouve à avoir un supercourant qui est pilotable avec une tension. C'est ce que je vous ai montré là, tu vois. Le supercourant, tac, il est pilotable par une tension. Donc ça, c'est une ressource. J'ai un bouton pour contrôler l'effet Josephson. Donc la fréquence du qubit, par exemple. Merci. Je pense qu'il nous reste à remercier.